Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui, on retrouve Pierre-Marc pour continuer l'aventure épique qui est son top 100. Salut Pierre-Marc, ça va? Salut mon cher ami, ben oui, ça va super bien, merci. Là, on entre dans vraiment des bons jeux. Aujourd'hui, on va couvrir les positions 31 à 40 de ton top 100. Ouais, je les regarde puis je me dis, ces jeux-là pourraient être plus hauts aussi, puis ouais, mais bon, on est pour faire de la place. Ouais, et puis il y a tout le temps le feeling du moment aussi qui rentre en ligne de compte quand on fait ce genre de liste-là. Souvent, les jeux qu'on joue plus récemment, on dirait qu'on est plus un peu hypé. Et puis on a Ouais, plus le goût de les mettre de l'avant. on a plus le goût d'en parler, ouais. Donc, on part ça avec ton numéro 40. Ouais, alors en position 40, on a un jeu hautement thématique, un jeu collectible d'une franchise que David et moi on aime beaucoup et que je t'ai fait découvrir récemment qui Oh, s'appelle Star Wars Destiny. ouais. Alors, on a parlé d'entrée de jeu au début du top 100 que Magic the Gathering avait beaucoup forgé mon parcours de gamer. Je pense que ce jeu-là incarne beaucoup ça, en fait. Il s'agit d'un jeu de collection de cartes, mais dans chaque paquet, parce que ce sont des boosts en format booster, là, des paquets de cartes qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va pogner, mais c'est d'un set préétabli. Fait qu'on sait qu'est-ce qu'on peut pogner, mais on ne sait pas exactement Comme qu'est-ce qu'on va pogner. Magic. Ouais, exactement. Puis là-dedans, il va y avoir au moins une carte qui vient avec un dé. Parce que c'est pas toutes les cartes qui ont des dés. Les personnages ont des dés, les véhicules ont des dés, puis les upgrades ont des dés. Les upgrades, ça peut être des fusils, des sabres laser, des véhicules, évidemment, ça peut être des vaisseaux, euh, chance. Ça peut être des supports aussi comme des J'ai droïdes. le bon chandail Le, pour ça. le Millennium Falcon, exactement. Euh, Puis c'était un petit peu, pas révolutionnaire, là, mais les dés étaient vraiment de haute qualité. Puis Ah oui. c'est un jeu qui fonctionne en duel où il faut essayer de vaincre les héros de ton adversaire. Puis là, sur la page BGG que David a ouvert, vous voyez des exemples de personnages en haut à droite, vous voyez leur point de vie. Fait qu'à partir du moment où ils n'ont plus de point de vie, ils sont éliminés. Puis là, tu n'as plus accès aux dés que ces personnages-là possèdent. Puis ce qui est le fun, c'est que ça rend la chose très modulable parce que chaque phase de dé peut être relatif à un type d'attaque. Fait que là, vous voyez que Luke Skywalker, ce Luke Skywalker-là, il attaque avec des lightsabers. Il y a des grosses attaques de lightsaber. Mais il y a d'autres symboles comme avoir des ressources, tirer du fusil, avoir des shields, faire défausser des cartes à l'autre, etc. Puis tu as souvent aussi, presque tout le temps, un blank. Fait que tu as genre une chance sur 6 quand tu le roules de rouler un blank, mais tu as plein de façons dans le jeu de rerouler des dés. Fait que quand tu actives un personnage, tu roules toutes ses dés puis de lui puis de ses améliorations. Puis tu as plein de façons de mitiger les résultats que tu vas avoir, d'interagir avec les résultats de ton adversaire aussi. Puis ça en fait donc un jeu de duel vraiment à la style Magic. On joue comme une action, c'est à l'autre, etc. Puis c'est très rapide. Les tours sont vraiment quick. Les parties aussi sont assez rapides. Euh, c'est un jeu qui a été discontinué en 2020 par Fantasy Flight Games, malheureusement. Je pense qu'ils nous ont habitués un petit peu à cette formule-là là, de genre, on met un jeu sur le marché, on fait une coupe d'extension, puis on n'a juste pas la force comme de travail pour pouvoir entretenir toute cette gamme de jeux-là différents. Ouais, surtout un jeu comme ça, à collectionner, ça a quand même un aspect monétaire qui est important.
Ça demande un Ouais. gros investissement de temps et d'argent pour les joueurs aussi. Fait que c'est pas évident comme format de jeu, je trouve, aujourd'hui. Ben, ça fait compétition avec un jeu qui est joué par des millions de personnes. T'sais. Magic est encore joué beaucoup. Fait il y a ça aussi. Puis effectivement, c'est un jeu qui revient cher à la longue. Aussi du fait que les composantes du jeu, là, le dé là, particulièrement, là, ajoutaient au coût de production Ouais, beaucoup aussi. vraiment. Euh, c'est un excellent jeu. Je- j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Puis récemment, on a encore joué, j'ai encore eu du plaisir. J'ai participé à un tournoi nord-américain à Gen Con Wow. en 2018, je crois. Puis j'ai vraiment eu du fun. J'étais allé avec mon ami Ben. On s'était pratiqué les mois avant sur Tabletop Simulator. Euh, c'était juste. C'était vraiment le fun. J'ai adoré l'époque de ce jeu-là. Je retournais au Valet de Cœur, je reparlais avec les gérants que j'avais connus du temps que je jouais à Magic, puis je suis comme retombé en enfance un petit peu Ouais. avec ce jeu-là. Surtout dans une thématique qui m'intéresse beaucoup plus que Magic. Là. Dans le fond, Ouais, ouais. j'ai aucun intérêt pour le lore de Magic, j'en ai jamais eu. Alors que là, j'aimais beaucoup le fait de choisir des personnages, des héros de la franchise, tout ça, puis de faire des combos des fois improbables ou avec des personnages que j'ai connus dans des séries de Star Wars que les gens connaissent un peu moins, mais que moi et David, on connaît beaucoup, puis que les, les- les adeptes connaissent. Fait que voilà. Moi, quand ce jeu-là est sorti, je me suis volontairement dit, touche pas à ça. Parce que moi aussi, en tant qu'ancien joueur de Magic, c'est le genre de jeu que j'aurais sûrement accroché, puis que j'aurais mis une fortune en argent pour acheter des boosters, puis essayer d'avoir les grosses cartes, puis de jouer. Puis... Fait que je me suis dit, touche pas. Puis là, 2-3 ans plus tard, quand là, on discontinué le jeu, j'ai comme fait, bon, ça me dérangerait moins d'apprendre à jouer là, sachant que je peux plus Ouais. tant en acheter de toute façon. Mhm. Mais j'ai bien aimé ça, notre partie. C'est un beau petit jeu tactique qui mélange à la fois le jeu de cartes, le jeu de dés. Fait que, oui, il y a un peu plus de chance peut-être. Mais la façon que tu gères tes ressources, je trouve ça plus intéressant que dans Magic, le système des lands. Là. Oui, il y a de la chance, mais la grosse différence, c'est que la chance va pas faire que tu as toujours une chance dans ce jeu-là. Alors que dans Magic, tu peux ne pas piger tes lands ou en Ouais, piger c'est ça. trop, puis tu as l'impression que tu n'as pas joué au jeu. T'sais. Puis c'est Ouais. vraiment ça le plus gros défaut de Magic. Il y a plein d'autres qualités, là, mais c'est vraiment le plus gros défaut. Alors que dans ce jeu-là, tu peux mal rouler un peu, là, mais T'as une action tu peux, pareille à faire avec. tu peux toujours défausser une carte de ta main pour rerouler le nombre de dés que tu veux. Fait que c'est comme, Ouais, oui, ouais. ok, ça se peut que même avec des reroulés, tu as une game où tu vraiment pas bien roulé, mais c'est rare que c'est comme une partie à sens unique, sauf si tu as un deck qui est vraiment bon contre un autre deck. Là. Parce que là, il se met à avoir une metagame que certains decks sont meilleurs contre d'autres. Ouais, Puis ouais. là, ces decks-là sont contrés par un autre deck. Tu as toujours une espèce de roche-papier-ciseaux. Puis c'est ça qui rend ça intéressant. Là. Je serais curieux de voir si dans quelques années, ils pourraient ramener un jeu comme ça, mais dans un format LCG à place de CCG. Hmm. C'est J'avais déjà essayé, je pense, avec un autre Star Wars il y a très longtemps. Il y avait Star Wars, le jeu de cartes, qui était Ouais. pas si bon que ça, honnêtement. Je l'ai déjà possédé Ok. pendant quelques années, mais j'avais pas super gros accroché. Puis ça fait quand même une couple d'années qu'il est mort, lui aussi. Mhm. Je l'ai pas mentionné, mais les auteurs, c'était quand même Cory Konieczka avec Lucas Lidsinger. Lucas, c'était si je me trompe pas, un des designers de Android, Netrunner. Ah, ben oui, ça fait du Fait sens. que, je veux dire, le pedigree déjà là, de qui avait fait le jeu, c'était sûr que c'était pas n'importe quoi. J'ai l'impression que la fermeture de Destiny a concordé un peu avec le départ de Connexia de FFG. Ah, c'est vrai ça. Ah ouais. Je sais pas s'il y avait une Dabisbeak là-dedans, là. Ou carrément, c'est juste que comme il s'en va, fait que là, on peut plus faire ce produit-là. Tu sais, Ouais, c'est comme... ça, parce que c'est lui qui était comme le brain derrière l'opération, mais bon, J'avais l'impression que c'était plus Lucas, par exemple. Mais bon, ça se peut je aussi. connais pas tous les détails. Mais ouais, excellent choix. Fait qu'en position 40. En position 39, un jeu de guerre de 2012. J'en ai pas eu beaucoup à date, je crois, dans mon top Pas tellement. 100.
Mais j'en ai quand même plusieurs dans les 40 prochains jeux. Fait en général, c'est pas des jeux que j'apprécie ou quand ils le font bien, c'est un jeu que j'adore. Mhm. Fait qu'il y en a quand même pas mal dans les 40 prochains jeux de ces jeux-là. Et donc, le premier, je pense que c'est vraiment le premier de mon top 100, là, c'est Kemet. Mhm. Alors, un jeu de Jacques Barriot et Guillaume Montiage, je crois. Je vais mettre la première édition. Parce que la Ouais. deuxième, bon, on en parlera peut-être, là, mais en tout cas. Alors, c'est un jeu de guerre où l'attaque est vraiment prédominante et encouragée. Ok? Parce que des fois, tu sais, les tailles, c'est le défenseur, whatever. Tu sais, puis dans certains jeux, ça va être plein de petites mécaniques qui vont faire que euh, tu peux te replier sur toi-même ou quoi que ce soit. Mais dans ce jeu-là, là, c'est de l'action tout le temps. Tu sais, Ouais, comme puis le jeu est censé durer à peu près 1 heure et demie. Pour un jeu de guerre, c'est ultra rapide, là. Exactement. Puis c'est comme c'est compact, pas trop long, avec de l'action non-stop, mais juste dans les premiers tours, t'as comme un petit peu d'engine là, building à te faire parce que vous voyez les D4, c'est nos pyramides. C'est une super cool composante en plus pour les Ouais. joueurs de jeux de rôle, ça vient chez T'es nous 4 géants. chercher là. T'as un gros D4 que tu roules pas là, c'est juste une pyramide pour dire de quelle force. Fait qu'on en a de 3 couleurs, on a bleu, rouge et blanc. Puis plus cette pyramide-là est forte, plus ça nous permet d'aller acheter des pouvoirs forts. Puis on a comme une sélection d'actions on a des petits disques, là, puis il faut les placer dans notre pyramide. Il faut au moins avoir un action sur une des rangées. Fait que tu peux pas trop te spécialiser, il faut que tu fasses un peu de tout quand même à cause de ça. Puis ce que tu peux faire, c'est de bouger, construire des pyramides, acheter des pouvoirs, prendre des ressources. Faire des Là. ressources, faire des hanks. Ouais, ouais, c'est ça. Puis dans les pouvoirs spéciaux, ben, tu peux acheter des monstres. Ok, il y en a des monstres dans le jeu-là qui ont des pouvoirs spéciaux, mais aussi tu peux acheter des cartes qui vont te donner plus de ressources quand tu fais telle chose ou à Qui la fin de boostent telle certaines actions. manche, etc. Tu as aussi des cartes de tactique, là, de combat assez classiques pour ce genre de jeu-là. Euh, il n'est pas compliqué à expliquer. La seule chose, c'est que c'est un peu difficile pour un premier joueur de prendre connaissance de tous les pouvoirs. Il y en a vraiment beaucoup. Fait qu'il y a comme un aide de jeu, mais honnêtement, il faudrait qu'il y en ait un par joueur, tu sais, des Ouais, aides de parce que jeu dans ce jeu-là. t'as 16 tuiles par couleur, mais sont toutes disponibles, tu sais. Ouais, tout est disponible, Tant tu que sais, t'as le fait que niveau pour l'acheter, là. c'est comme tout est face-up dans ce jeu-là. À part les petites cartes bonus, il n'y a pas de chance, vraiment. C'est comme Dans les cartes de combat, on a le même set chacun, on a mais le même set. on va toutes Il y a les jouer des. avant de les récupérer. Fait que ça, c'est quand C'est même ça. un système qui est le fun puis efficace. Ouais, Ce tu que sais j'aime ce que dans. l'autre a. Ouais. Fait que t'as un bon contrôle sur ce que tu fais. C'est ce que j'aime beaucoup parce que moi, ce que j'aime pas de ces jeux-là d'habitude, c'est que tu lances des dés puis là, il se passe de quoi. Tu sais, comme, t'as pas l'impression. Mais ça, ce jeu-là, il est vraiment bien bâti pour. Tu te bâtis une stratégie, puis boum, tout de suite, tu la déploies. Tu as le contrôle sur ce que tu fais, puis c'est tac, 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 c'est super efficace. Ouais, puis ce que j'aime, c'est que tout le monde commence pareil. Puis là, Ouais, dépendant des tuiles que tu vas acheter, ben là, tu vas gagner tel pouvoir, ou tout est meilleur, là, t'es rendu meilleur pour te déplacer, ou il a acheté tel monstre qui est quand même très fort, qui peut faire telle affaire. Fait que tranquillement, plus la game avance, chacun se spécialise un peu avec les tuiles qu'il va acheter. Fait que ça, je trouve super, ça, comme système, c'est super parce que ça te permet de customiser un peu ta partie puis tes pouvoirs comme tu veux, là. ouais, vraiment. Puis il y a des endroits stratégiques à aller attaquer qui font penser à un peu, mettons, dans Tyrants of the Underdark, pour ceux qui ont déjà joué, où tu vas recevoir un revenu si tu es Les celui temples. qui possède là, ces temples-là. Donc, tu sais, tout de suite, c'est comme les premiers moves, c'est d'aller pogner un temple. Puis Oui. si t'es capable d'en pogner deux, tu prends une avance considérable. Fait qu'il y a personne qui te laisse faire. Fait qu'il y a beaucoup de. C'est rapidement dans le conflit. C'est vraiment ça que j'aime aussi. Là. Puis le bar, la manière qui est faite, t'es à 2 zones d'à peu près toutes les zones, là. Fait que, tu sais, Trois, ouais. tu T'es peux à utiliser trois, je les obélisques, te pense. téléporter, puis tu sais, c'est comme tout est proche de tout, là. Fait que tu peux Ouais, attaquer quasiment n'importe où, là, si tu bouges un peu. ouais. Fait que c'est ça. Position 39, Kemet, un excellent jeu
contrôle de territoire. Puis touchez pas à la deuxième édition, à la première. Moi, j'y ai pas joué. Ouais. T'as bien fait. J'ai la première. Je suis pas vraiment intéressé par autre chose. Ils ont scrappé. La règle de fin de game, ils l'ont scrappé, honnêtement. Ils ont fait que la partie va durer comme 1 heure de plus pour rien. Ce que j'ai compris, c'est que c'est facultatif, par exemple. Tu pourrais jouer avec la tu règle pourrais de jouer avec base. la règle de la première édition, ça c'est sûr, mais quand même, tu fais comme. Pourquoi vous changez cette règle-là alors que la force de votre jeu, c'était justement qu'il se joue à 1h30 et pas 2h30, 3h. Surtout qu'à la fin, avec la nouvelle règle, c'est que ça devient. Pour gagner, il faut que tu aies le nombre de points au début de ton tour. Fait que là, si tu l'atteins, ben toutes les autres te rentrent dedans. Parce que c'est un jeu que tu as des points temporaires pour des endroits que tu contrôles. Fait que si les autres te les enlèvent, ben, tu perds ces points-là. Donc, si tu n'as plus les points pour gagner au début de ton autre tour, ben là, tout est à recommencer. Mais là, un autre joueur devient celui qui peut gagner. Fait que là, OK, tout le monde se met dessus. Fait que tu sais, ça fait juste faire ça pendant 1 heure, attaquer celui qui est en position de gagner. Alors que de l'autre façon, l'ancienne version, c'est qu'il y avait un seuil à atteindre. Puis dès qu'on atteint ce seuil-là, on finit la manche. Puis là, c'est celui qui a le plus de points va gagner. Fait qu'il y a vraiment un côté beaucoup plus tactique puis stratégique d'avoir le timing de quand déclencher la game. Fait que pour vrai, ils ont vraiment scrappé le jeu avec cette règle-là pour la deuxième édition. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Je l'ai pas essayé, puis je t'avais entendu en parler, fait que Ouais. je vais jamais l'essayer. Non, vraiment, ça vaut pas la peine. Parce que, tu sais, la seule règle de bonne qu'ils ont rajoutée, c'est que tu as une mini compensation pour les combats que tu perds. Là, tu vas gagner comme des jetons. Ces jetons-là, tu peux les dépenser pour gagner des petites ressources ou déployer des soldats gratuitement. Fait que c'est un genre de compensation pour perdre les combats, mais à part de ça, le reste, ouais, ben ordinaire. Fait que regardez les règles de la première édition si vous voulez le jeu, mais qu'il se trouve plus et que vous voulez la deuxième, que vous pouvez juste acheter la deuxième. Je pense que visuellement, il est très beau, fait que c'est cool aussi. Là. Oui. Alors, c'était ça, ma position 39, Kemet. Yes. En 38e position, on a un jeu de 2020. Un jeu d'un auteur qui est le prince, le roi de ce type de jeu-là. C'est un jeu de train. Mais moi, j'aime les jeux de train, mais pas les gros 18XX. J'aime les plus petits jeux compacts de train. Et celui-là fait partie d'une gamme de Capstone Games. Et il s'agit du troisième, je crois, de la série. Et il s'appelle Ride the Rails. Donc, l'auteur, c'est John Bauer. Je ne sais pas si je le prononce bien. Il y a une très longue histoire sur cet auteur-là. Sur BGG, vous allez le retrouver sur 6 noms d'utilisateurs différents. Ah ouais. Ouais. Pourquoi? Il a été suspendu à un moment donné de BGG. Il y a eu des problèmes légaux avec Martin Wallace pour Age of Steam. Okay. Les deux se sont battus pour avoir les droits. Il y a eu tout ça. Je sais pas c'est quoi la personnalité de ce gars-là, mais clairement, il y a du beef avec du monde. Mais c'est probablement l'auteur de jeu de train le plus prolifique et le meilleur. Et Ride the Rails, c'est un jeu super, donc je disais tantôt, super compact de 3 à 5 joueurs par Capstone Games dans la série Iron Rail. Je viens de regarder, c'est le deuxième. Okay. C'est aussi une réimplémentation d'un vieux jeu de 2014 qui s'appelait Rail USA, du même auteur, de Winsome Games, qui était la compagnie de John Bauer. Donc, c'était des jeux qui étaient vraiment laids, là, les Winsome, là, c'était l'affaire la plus basic. Là, on dirait des prototypes. Là. Mais là, avec Capstone, on a repris une partie de ces jeux-là à travers la collection Iron Rail avec le graphisme de Yann O'Toole. Ah oui. Qui est celui qui fait les Vital Lacerda avec Eagle Griffin Games, qui est
artiste très reconnu et que j'apprécie beaucoup. Et donc, ce jeu-là, c'est un jeu où on va investir dans des compagnies de trains et on va pouvoir mettre des trains, faire des chemins aux États-Unis en fonction des compagnies qu'on possède. Fait qu'on a juste le droit de mettre des trains des compagnies qu'on possède et on va venir faire du revenu en fonction des personnages qu'on va leur faire prendre le train. Fait que tu vois, sur la map, il y a des personnages blancs OK. qui sont Ouais. sur des stations, puis il faut que tu les envoies d'une station à l'autre. Sauf que c'est toi qui décides où ils vont. On s'entend, OK. c'est un jeu de train, c'est pas très thématique. Euh, Puis, dans le fond, tu veux les faire voyager le plus possible à travers des chemins. Sauf que pour chaque lien entre deux villes que tu empruntes, tu vas donner des points à tous ceux qui sont propriétaires de la compagnie que tu utilises pour faire ce chemin-là. Ah. Fait que dans ce cas-ci, par exemple, tu peux partir là, du Texas au sud, là, par exemple, puis passer un personnage blanc avec les rouges, puis là, le faire monter jusqu'à Boston, mais il va falloir que tu prennes les bleus aussi. Fait que tu vas donner des points aux compagnies rouges puis aux compagnies bleues, mais si tu investis dans les rouges puis dans les bleus, Ça te dérangera pas. Ça va être t'es payant pour golden. toi. C'est Ouais. ça que tu veux faire. Mais t'es jamais tout seul dans une compagnie, OK? C'est un jeu qui est à son meilleur à 4 ou 5, on s'entend, là, parce que là, tout le monde investit dans les compagnies, puis là, il faut comme, OK, lui, il investit dans telle affaire, mais il s'en va à telle place, ça ne fit pas avec mon autre compagnie. Fait que j'ai pas le goût d'investir vraiment avec lui. Mais là, je vois une opportunité avec cette nouvelle compagnie-là, parce qu'au fur et à mesure de la partie, il y a des compagnies qui deviennent accessibles, qui n'étaient pas accessibles avant. OK. Dont les noirs et les mauves, qui permettent de faire la connexion entre euh, les deux côtes américaines, Atlantique et Pacifique. C'est un jeu qui est très simple dans sa catégorie, 2.26 sur 5 sur BGG, J'avoue que c'est bas qui pour un dure jeu de pas très train. longtemps. On parle d'une heure et quart à 5 joueurs. C'est un thème qui revient beaucoup là, dans les jeux à un certain nombre de joueurs. Pour moi, si on est capable de faire une partie en 1 heure et quart d'un jeu où chaque décision compte, où c'est tout le temps comme tendu à savoir qui va acheter quoi, où tu vas mettre les trains, etc. Euh, Ce jeu-là le fait à merveille dans un type de jeu que j'aime beaucoup, mais que je trouve souvent s'éternise ou est trop complexe, etc. Je trouve que ça, c'est un package vraiment excellent, accessible, puis qui, pour moi, a le pouvoir d'être un genre de porte-étendard de ce type de jeu-là, mais de manière le plus accessible possible. C'est vrai que ce type de jeu-là, souvent, ont la réputation d'être des jeux très complexes. Oui, puis il y a une espèce de gatekeeping aussi, je trouve, avec ces jeux-là, là, de genre comme. Faut qu'on dirait qu'il faut que ça soit laid, il faut que ça soit over. Comme ça se veut être une porte d'entrée un petit peu plus accessible sur un système de jeu que j'ai tombé en amour avec quand j'ai commencé à jouer à Chicago Express en 2015 à peu près, ou quelque chose comme ça. Fait que c'est un peu dans le même genre. Chicago Express qui était un jeu aussi de John Borer qui, euh, qui est un classique du genre. D'ailleurs, il y a une application sur téléphone pour pouvoir OK. jouer. Et puis, c'est des games qui durent genre sur l'application genre 15 minutes. Là. C'est vraiment rapide. Là. Fait que, mais je le préfère à date. J'ai pas joué beaucoup encore à Red the Rails parce que je possède pas de copie. J'ai un ami qui l'a. Mais à date, je le préfère à Chicago Express. OK. Fait que, voilà. Fait que c'est ton numéro 38, ça. Ouais, mon numéro 38. Alors, en 37e position, on a encore un jeu encore plus simple que Ride the Rails. Un jeu avec une magnifique production. Un jeu d'introduction, je dirais, à un genre de engine building, mais avec des dés. Il s'agit de Dice Forge. J'adore Dice Forge. C'est un jeu simple où on va venir personnaliser les faces de dés. Puis on va les lancer plusieurs fois. À chaque tour, on les lance, on les lance, on les lance. Puis on récolte 3 types de ressources plus des points, qui sont l'or, des pierres de feu, puis des pierres de lune, des pierres de soleil, des pierres de lune.
Puis qui vont nous permettre d'aller acheter des cartes qui vont nous permettre de faire plus de choses, faire des petits combos. L'art va nous permettre de mettre des nouvelles faces sur nos dés, donc améliorer nos dés pour pouvoir comme débloquer un engin qui va nous permettre de faire plus de choses, faire plus de points. C'est un jeu qui joue très rapidement, on parle d'un 45 minutes. Et toutes les cartes que vous voyez là qu'on peut obtenir dans la boîte de base, il y a 2 sets. Tu peux mismatch ces sets-là comme tu veux. Sur BGA, il y a toutes les extensions, fait que si tu veux les essayer, ça aussi, c'est très accessible. Mais c'est un jeu que ça faisait longtemps que je voulais me le procurer, mais je me disais que j'allais le trouver usagé à m'emmener, puis il y a une couple d'années, je l'ai trouvé usagé, puis je suis sauté dessus, puis j'ai pas regretté. À la maison, Marie, mes colocs, c'est un jeu qui est tellement facile à sortir, puis qui est le fun. Ouais, puis c'était un bon pari, ce jeu-là, parce que de personnaliser tes phases de dés, moi, c'est le premier que j'ai joué qui a essayé ça, là. Il y a quelques autres jeux par la suite qui ont essayé ça, mais c'était un des premiers qui le faisait. Fait que c'est tout le côté de est-ce que le matériel va être facile à utiliser, est-ce que ça va bien s'enlever les phases de dés, puis honnêtement, c'est vraiment un petit charme, puis ça a été vraiment solide comme production, puis comme design aussi, c'est sympathique, là. Oui. Fait qu'un bon jeu de dés que tu personnalises toi-même tes dés, fait qu'un concept assez unique pour Dice Forge. Ouais. Puis je confirme, là, les dés sont faits comme c'est du plastique solide. Là. C'est comme je pense pas qu'à un moment donné, il va s'user le jeu-là. Là, Ouais, puis il était pas si dispendieux pour la qualité qu'il y a en plus. En tout cas, voyons, sur le marché de l'usager, en tout cas, je l'ai vraiment pas payé cher pour ce que c'est. Là, c'était comme un bon bargain. Puis je suis vraiment satisfait de ce jeu-là. Je trouve qu'il est juste un bon sweet spot de difficulté, un jeu d'entrée de jeu, mais que je vais quand même y trouver du plaisir. Beaucoup de plaisir même. Donc, c'était ma 37e position. En 36e position, j'ai un préféré ici du professeur. Un jeu de Paul Dennen. Oh, Paul! Ouais. Clank. Clank, A Deck Building Adventure. Quand il est sorti en 2016, j'ai tombé en amour avec ce jeu-là. Avoir un deck building avec une espèce de push your luck dans un donjon, c'était comme tellement bien fait. Nice. Le thème il est cool, puis ben, le feeling est cool, je te dirais. Le feeling d'urgence, d'aller. Je vais aller pogner un artefact. Mais vite, faut que je retourne. Donc, c'est un jeu. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de. On part tout avec le même deck. Puis, dans nos cartes, on a quelques symboles, dont des symboles qui nous permettent d'acheter les meilleures cartes, bien sûr. Des symboles qui nous permettent de bouger à travers les différentes salles de donjon. Il y a des salles qui sont plus difficiles. Il faut deux pas pour pouvoir les bouger. Il y en a qui arrêtent notre mouvement. Ça veut dire que même si on avait plus de pas, il faut arrêter là. Il y en a qui sont barrés avec des cadenas. Fait qu'il faut aller chercher une clé pour pouvoir passer. Il y en a qui sont à sens unique. Puis, donc, on traverse ces différentes salles-là pour aller prendre un artefact ou même plus si on a un petit sac à dos pour en ranger plus. Puis, au fur et à mesure, le dragon, on fait du bruit, puis il nous attaque. Puis, on faut gérer nos points de vie qui sont des petits cubes. Puis, dès qu'on a 10 petits cubes sur le plateau, on est mort. Puis, si on est mort sous le sol, ben, on est éliminé. Puis, si on est au-dessus du sol, ben là, on va faire nos points. Mais on ne fera pas le 20 points bonus. Alors que si on réussit à sortir sans mourir, ben là, on va avoir un 20 points bonus en plus. Fait qu'il y a toujours un jeu genre de chicken, là, tu sais, comme qui va sortir le plus tôt. Parce que s'il y a quelqu'un qui sort vraiment tôt, cette personne-là va faire moins de points parce que nous, à chaque tour, on fait des points. Mais ça met de la pression ces autres. Ça met de la pression parce qu'après ça, dès que quelqu'un sort, le dragon, il est comme... Moi, j'ai comme compris que quelqu'un était sorti avec un artefact. Fait que là, je vais attaquer plus souvent maintenant. Fait que je trouve que Paul Dennen a vraiment su créer une ambiance, même si c'est un jeu très mécanique, là, mais surtout un feeling d'urgence. On est vraiment... La tension est tellement
bien véhiculé à travers les mécaniques dans ce jeu-là pour un jeu très simple, avec des mécaniques qu'on connaît beaucoup déjà. Je trouve que c'est ça, c'est un coup de circuit. Oui. Puis c'est un feeling unique, je trouve, ce jeu-là. C'est ça qui fait que je l'aime tant. Tu sais, c'est le Ouais. feeling, oui, tu construis ton deck, puis tout ça, tu achètes des cartes, tu progresses sur le donjon, mais tu as aussi tout le côté push your luck, un peu de. Ah, ces cartes-là sont vraiment fortes. Ouais, mais ils donnent beaucoup de clank. Puis là, si je fais plus de clank, je vais avoir plus de cubes dans le sac, donc plus de chances que le dragon m'attaque. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une belle gestion qui est intéressante puis qui fait différent de tous les autres jeux de deck building, justement. Ouais. Puis je le mets là, j'ai pas mis la version Legacy, même si je l'ai terminé, la version Legacy, et j'ai adoré mon expérience. Il y avait quelques défauts dans le jeu Legacy quand même que je trouvais, c'est que ben, c'est un défaut puis pas en même temps. C'est que pendant la partie, on résout beaucoup de, de stickers puis d'histoires, ce qui fait que la partie, des fois, elle s'éternise un petit peu, puis il y a des moments morts. Tu sais, Ça comme casse le rythme. je trouve que ça casse le rythme, alors que c'était la force de ce jeu-là à la base, c'est d'avoir un rythme très soutenu, très tendu. Cela dit, l'histoire est très bien écrite, c'est le fun, la personnalisation avec laquelle on évolue est cool. Euh, mais ce que tu vas retrouver après dans les Legacy comme jeu que tu peux rejouer, je le préfère pas à le Clank de base. Puis là, Ouais, en ouais. plus, il vient de sortir le Catacombs. Ouais. Catacombs. Puis tout le monde a l'air de dire que c'est encore mieux parce que ça va être un plateau modulaire. Fait que là, il y a plus d'incertitude sur qu'est-ce qui est où. Puis je trouve que c'est encore plus thématique, justement, plutôt que T'as de un regarder feeling le plateau puis d'exploration. Ouais, t'as un feeling ouais, d'exploration d'un donjon parce que quand tu explores une place, tu veux une tuile, puis là, ok, il y a ça à côté, fait que là, tu t'ajustes un peu plus, mais ça fait aussi qu'il y a un petit côté de chance un peu plus élevé que le clank ouais, normal. Un jeu qui a déjà beaucoup de chance, fait que là, ouais, c'est à voir avec vous qu'est-ce que vous allez préférer. ouais. Mais fait que je le mets là, puis je mélange un peu tout. Toute J'ai la pas joué à franchise. Clank in Space, mais je suis sûr que j'aimerais ça aussi. Là, Ah je oui. veux dire, c'est juste que je trouve pas que j'ai besoin d'avoir plus qu'un jeu de Clank. Ben, en fait, même, j'en ai déjà deux, en fait. Ouais. Mais tu sais, nous, on fait quasiment toutes les Legacy de ce type-là, où on les faisait toutes à une époque. Fait que Ben oui. c'est des belles expériences. Des expériences, mais j'aimerais ajouter aussi que ça fait que, après qu'on y ait joué, on dirait qu'on a tellement joué que on dirait que ça fait qu'on joue moins au jeu après, tu sais, je trouve. Ouais, Comme ça a j'ai fait fait, comme un rush, là. ouais, c'est ça, j'ai fait deux campagnes de site. Ben là, après les deux campagnes de site, T'as pu rejouer à ça. puis rejouer à site, là. Je veux dire, je suis rendu à 51 parties, là. C'est. Ouais. Fait que c'est un petit peu un défaut. Qualité puis un défaut en même temps. Ouais. Ah, Donc, c'était ma 36e position. très bon choix. En 35e position, on a un jeu de 1999. Oh. C'est pas le dernier jeu qui prédate les années 2000. Là. Il s'agit du jeu Chinatown. Alors, Chinatown, c'est un jeu d'enchères, d'échange, euh, où on va recevoir aléatoirement des terrains dans un quartier chinois quelconque d'une ville, pas comme il y en a dans tous les grandes villes du monde, des diasporas chinoises. Et on va venir, dans le fond, on a comme ce terrain-là qui nous est légué, j'imagine. Puis on a aussi, on va piger aussi des commerces, donc des salons de thé, des restaurants, des commerces de photographes. Bref, là, thématiquement, c'est thématique, Des là, mais tuiles de bref, différentes couleurs. des tuiles de différentes couleurs, c'est des ensembles. Puis tu vas pouvoir venir les positionner sur des terrains que tu possèdes. Puis ce que tu vas vouloir faire, c'est dans les différents quartiers, tu vas vouloir faire une série orthogonalement adjacente d'un même type de commerce que tu possèdes pour pouvoir scorer plus en plus de points dans le fond.
OK? Fait que mettons que tu as 2 commerces de poissons un à côté de l'autre, ben, ça va valoir un certain nombre de points. Mais si tu as 6 commerces de café adjacents, ça va valoir vraiment beaucoup de points. Sauf que chaque joueur reçoit ses lots différemment, aléatoirement. La grosse partie du jeu, c'est la partie où on s'échange nos lots. Le jeu de négo. Un jeu de négo, j'ai dit enchère, c'est pas un jeu d'enchère partout, c'est un jeu de négociation et d'échange pur. Et c'est. C'est free for all, les négo? Ah ouais, Il n'y a pas de structure, là. C'est comme. Il n'y a pas de structure. Ok. C'est un jeu hyper simple, 60 minutes. C'est à son meilleur à 5 joueurs. Et c'est ça, c'est hyper simple. Et ça crée toujours des. En m'emmener, en quelque part, il y a quelqu'un qui va crier dans le jeu. Là, c'est quasiment sûr. C'est comme. J'ai plein d'anecdotes sur ce jeu-là. À un moment donné, j'ai déjà dit à un des joueurs avec qui on jouait, j'étais comme, je t'achète tes dettes. Tout le monde était comme, pourquoi? Puis j'avais un plan, puis ça a marché, mais oh my God, c'était juste... En tout cas, bref, il y a plein d'histoires comme ça sur des jeux d'échange comme ça. Évidemment, il faut que tout le monde s'y prête. Moi, j'ai le bon groupe de jeux pour ça. Fait que c'est pour ça que vous voyez beaucoup de jeux d'enchères, de négociations, etc. C'est quelque chose qui fonctionne bien, puis ça fait tellement des belles expériences. C'est un vieux jeu qui, pour moi, ne vieillit pas. Il est encore trouvable? C'est une bonne question. La dernière version date de 2019. 2000... Fait que j'imagine que oui. Même une C'est édition Z-Man. française. Ouais. Multilingue, en fait. Ouais. Ok. Il s'est fait déloger par un autre jeu qui fait quelque chose de similaire que je vais vous parler plus tard, mais qui est beaucoup plus cher puis qui est moins accessible. Donc, ça reste pour moi un excellent jeu de négociation. Je l'ai jamais essayé, lui. C'est un bon jeu de convention en plus. Oui, j'imagine. Donc, c'était ma position 35. En position 34, on a un jeu d'une compagnie qu'on a déjà parlé quelques fois. Le premier qui les a mis sur la carte, je parle de Stonemaier Games, de leur jeu de date de 2015, Viticulture. C'était-tu leur premier? C'est un de leurs premiers, en tout cas. Mais pense moi, que la non, c'est version peut-être le que deuxième, je j'ai, pense. ouais, la version que j'ai, c'est celle-là, là, la essentielle, avec l'extension Toscanie. Et c'est un jeu, je trouvais au départ qui était un peu trop simple, puis où il y avait le hasard des cartes était un petit peu trop, prédominait un petit peu trop. Mais avec l'extension Toscanie, où il y a plus d'action sur le plateau, ça c'est la version essentielle là, de base. Puis en y jouant plus, surtout à 2 joueurs, je dirais, je me suis mis juste à vraiment beaucoup aimer le côté pur de ce placement d'ouvrier-là. C'est vraiment un placement d'ouvrier pur. Mais en même temps, pur, mais gentil. Pas pur Agricola méchant. Parce que plus t'es de joueurs, plus il y a d'espace Ouais, sur ça, il chacun des scale, spots. lui, comparativement Scale à assez... d'autres. Ouais. Ben, Agricola, il scale en quantité d'espaces différents, mais celui-là, il scale comme... Pour faire telle action, t'as plus qu'un spot si t'es plus que 2 joueurs. Ce qui est un peu différent. Fait que il est assez haut dans mon top parce que, encore une fois, je préconise le fait que je trouve que c'est un bon milieu facile à introduire, mais en même temps, juste avec assez de matériel pour intéresser sur le long terme. C'est un jeu qui est beaucoup drivé par les cartes, puis il y en a beaucoup des cartes, puis il y a plein d'extensions pour ajouter d'autres cartes. J'ai un de mes amis qui l'avait kickstarté à l'époque, qui est sur une des cartes. Il y a sa face dessus. C'est malade. Fait que, à toute fois qu'on le pige, moi et Marie, on est comme Hey, Maxime! J'ai pigé Maxime! Je vais jouer Maxime. Malheureusement, Maxime, c'est pas la meilleure carte. pas la meilleure carte, mais bon, c'est pas grave, on est toujours content de la jouer. Donc voilà, j'en dirai pas plus. C'est un jeu où on fait du vin, puis on fait des commandes de vin, puis on engage des ouvriers
Puis il est quand même bien thématique, là, parce qu'il faut que tu plantes ton raisin, après ça, tu vas aller récolter, puis après ça, tu vas Ouais, pouvoir faire ton vin, puis après ça te prend des contrats pour vendre ton vin. Fait que t'as ouais, quand même une grosse gestion de cartes, en plus de te faire un engin, parce que une fois que t'as planté tes raisins, mais tes champs, tu peux les réutiliser. Là. Fait que ouais. c'est Tu peux les, intéressant comme concept. tu peux les harvester une fois par année. Fait C'est ça. que, comme, ouais. J'ai juste joué une fois, je pense. J'ai juste joué une fois, puis j'ai bien aimé. Non, j'ai joué une fois, puis j'ai joué une fois à l'extension Viticulture World qui est sortie récemment, Oh, qui le rend coop, qui était quand même intéressant. Tu as essayé le World? parfait. Non, j'ai pas, non, ça, j'ai pas essayé. Excusez, il y a eu un petit lag, là. Non, j'ai pas essayé encore, mais je serais intéressé quand même de l'essayer. Il est tough pour vrai. On l'a perdu, on n'a pas réussi, puis c'était la première game. Là, genre, la, Ok. la game tutoriel slash introduction, on l'a pas réussi. À 3, en tout cas. Ça a été fait par des fans du jeu, tu sais, ça n'a pas été fait par Oh, ouais. l'auteur. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Tu sais, je pense que c'est peut-être pour les habitués du jeu. Tu sais, si c'est pas un jeu que Ouais. vous avez tant Ouais, il joué faut que que tu ça, optimises à tu connais fond. pas Là. nécessairement les twists sur Ouais, l'optimisé c'est du ça. jeu, là. Mais c'est ça, faut que tu connaisses quand même bien, ça aide gros. Puis il y a une petite coopération, là, un peu comme s'échanger des cartes aussi. Là, fait que des fois, tu pognes Mhm. pas le contrat que tu as besoin, mais il serait bon pour l'autre. Fait que là, on peut faire certaines actions pour échanger des cartes, puis on peut faire des actions qui vont upgrader les actions du plateau. Fait que c'est le fun parce que comme c'est un worker placement, ben, on upgrade tel Ouais. emplacement, mais après tout le monde va pouvoir aller sur ces meilleurs emplacements-là. Fait que c'est intéressant comme concept. Ok. Ouais, c'est ça, c'est intéressant un jeu qui est compétitif, tourné en coopératif. Je pense qu'une des raisons pourquoi je ne l'ai pas pris aussi, c'est que j'ai été un peu refroidi par les jeux coop de Stonemaier Games avec une expérience qui a été plutôt lamentable. Donc, c'est ça, j'avais peur un petit peu. Je parle ici d'un certain Legacy. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme jeu? Ah oui, ok. Ouais. Mais ouais, c'était pas coopératif. Non, Charleston. ah oui, c'est vrai, c'est pas une Ouais. Legacy. En tout cas, bref, c'était comme une twist sur Ouais, ouais, je le jeu comprends. Legacy, mais on va le faire en compétitif, mais c'était pas. En Ouais, tout cas, c'est ça. bref, pas C'était génial, pas leur meilleur. à mon goût à moi. Alors, en 34e position, c'était Viticulture avec l'extension Toscanie. En 33e position, on a un jeu encore du Docteur, un jeu que la critique a appelé le retour du Docteur. Oh, 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 le comeback. le, le comeback en 2017 et je parle de la quest pour l'Eldorado. Un jeu de deck building encore une fois, mais cette fois-ci un jeu de course. Alors, un peu comme Clank, là, on s'en va avec des Oui, c'est cartes, vrai. On va voyager Ça, c'est dans un... l'image de la nouvelle édition en passant. Là. C'est pas celle-là Ouais, que tu parles, mais je pense qu'il ouais. sort là en plus, la nouvelle édition. Mais Ouais, en Europe, là, je pense pas qu'il est arrivé ici. ça fait comme 5 ans qu'elle est annoncée cette édition-là, je pense, Ouais. puis ça a pris du temps, là. Mais bref, ouais, c'est ça. C'est un board modulaire. On a plein de plateaux comme Ouais, on ça a l'air voit ça. là. Puis chaque game, tu peux un petit peu agencer tes plateaux comme tu veux. Il y a plein de suggestions dans le livret de règles, mais il y en a aussi plein d'autres sur BGG. Puis tu peux aussi faire ce que tu veux, là. Puis c'est un jeu où tu vas vouloir être le premier qui arrive à l'Eldorado, au bout. Puis avec tes cartes vont te permettre de bouger à travers la forêt, l'eau ou les villages. Puis tu vas avoir aussi des possibilités d'acheter des cartes pour améliorer ton deck, évidemment. Puis la twist qui est vraiment intéressante, en plus du fait que c'est un jeu de course, puis j'adore les jeux de course, ça crée toujours une belle tension de genre, tu viens de me dépasser, tu peux bloquer les autres aussi dans ce jeu-là. Fait qu'il y a vraiment un aspect interaction vraiment le fun. Euh, c'est que tu as toujours toutes les cartes de disponibles, mais tu peux pas les acheter. Il y en a juste 6 ou 7, je me souviens plus, en tout cas, entre 5 et 10 cartes que tu peux acheter en même temps. Puis dès qu'il y a 3 copies dans chacun de ces petits paquets-là, puis dès que la troisième copie est achetée, la prochaine personne qui achète peut prendre n'importe quelle carte dans
la sélection de cartes qui n'étaient pas disponibles, puis peut venir en prendre une, puis laisser les deux autres disponibles aux joueurs après. Fait que ça fait il y a beaucoup de choix, mais en même temps, à chaque fois que tu achètes, tu n'as pas tant de choix que ça. C'est juste, tu peux te personnaliser au fur et à mesure de la partie, mais les choix sont pas trop grands non plus. Fait que je trouve qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment bien géré cet aspect-là pour que ça soit, il n'y ait ni le défaut de la rivière de cartes, mais ni non plus l'espèce de stagnation d'avoir juste comme dans Dominion, d'avoir juste 6 cartes de disponibles. Fait que je trouve ça comme à la fois plus ouvert puis moins aléatoire. Fait que je trouve qu'il a vraiment bien géré ça. Puis le jeu en tant que tel, de juste comme faire une course pour se rendre à la fin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une mécanique que j'aime beaucoup, la course. C'est efficace comme jeu, sauf la fois où tu m'avais dévissé. T'avais comme un deck de 4 cartes, ou je sais pas trop, qui roulait tout le temps le même deck. J'étais comme, oh my god. Il y a un des spots que vous voyez, c'est des spots rouges qui permettent de trasher une carte. Puis Ouais. en fait, tu y vas, puis tu trashes une carte. Puis on jouait avec l'extension qui permet d'avoir une carte qu'on Spécial. pige spéciale d'un compagnon, genre un héros en fait. Puis j'ai été capable d'avoir comme un héros qui était vraiment versatile. Plus j'ai comme épuré toutes les cartes de mon deck de base. Après ça, je suis parti, tu sais, t'avais de l'avance sûrement, là, j'imagine, quand j'ai fait Je me ça. souviens Puis après plus. ça, je suis parti, mais j'ai juste comme fait jusqu'à la fin. Tu jouais les 4 mêmes cartes à chaque tour. Mais c'est le Mais c'est fun. ça. C'est un C'est système un de jeu jeu qui est de le fun. 30 à 2 surtout, c'est un jeu de 30 minutes. Fait que, Ouais. c'est comme si ça arrive, c'est juste drôle. C'est juste le fun. Mais effectivement, je pense qu'il y a une façon de briser le jeu, mais c'est toujours équilibré par le fait que c'est une course, right? Fait que à 2, c'est peut-être un peu moins possible de bloquer l'autre, mais t'es à plus, tu peux quand même venir comme empêcher l'autre ou te mettre dans les pattes. Il y a comme toutes sortes de mécaniques quand même qui font que ça arrivera pas à chaque partie, là, t'sais. Ouais. Je sais pas si ont gardé les mini-cartes dans la nouvelle édition. Non, c'est des vraies cartes Oh, de yes. format normal. C'est pour ça, en fait, je pense, la Ça nouvelle joue édition. tellement mal un deck building avec des mini-cartes. Les mini-euros, ouais. Moi, ça me dérange pas. Je suis j'ai des grands doigts très fins, là. Fait que je suis comme, je suis bon pour manipuler des petites affaires quand même, mais j'ai vu beaucoup de critiques comme ça. Quelqu'un qui a des gros doigts, ça doit être l'enfer, Non, là. non, c'est ça. Mais voilà, c'est encore une fois un jeu facile à prendre en main, qui joue avec beaucoup de types de joueurs différents, puis où on a toujours des bons moments autour de la table. Ça peut être un bon deck building d'initiation aussi. Oui, absolument. Absolument. Puis c'est une thématique aussi qui est le fun pour un joueur casual, là, tu sais, comme Une course. genre Ouais. style Indiana Jones, une course, là, tu sais. Ouais. Ça vient rejoindre beaucoup de monde. Fait que voilà, pour ma 33e position. En 32e position, on a un nouveau jeu de 2022. Oh, une nouveauté! Je l'ai mis juste devant parce que c'est un autre jeu de course. Wow! Et on vient de faire un championnat, David et Oh moi, en fin de shit! semaine dernière de ce jeu-là. Il s'agit de Heat Pedal to the Metal. De métal. Puis honnêtement, il serait peut-être plus haut que ça si j'avais fait ma liste Parce que là, on a joué avec tous aujourd'hui. les modules, on l'a vu à son plein potentiel. Ce qui est quand même différent, là. Ouais. Puis j'ai gagné en plus. Fait que... Ah ouais. de 1 point. Ouais, puis c'était pas contre moi. Moi, j'ai fini dernier championnat. Mettons, on va dire que David, il a pris. Il a décidé que c'est le destin qui allait décider. Ouais, j'ai pris des cartes assez risquées, puis ça a pas tourné en ma faveur. C'est ça. Fait que Heat, c'est un jeu de Asger Harding Ganerud et Daniel Skolch Peterson. Ils font beaucoup de jeux en duo, ces deux-là, en fait. Là. Ouais. Beaucoup de jeux qu'on aime aussi, toi puis moi. Ouais. C'est eux qui avaient fait Flamme Rouge, qui est un jeu de course que j'avais quand même pas mal aimé, mais que je trouvais qu'il était très simple, puis je trouve que ce qui manquait, c'est exactement ce qu'ils ont fait dans Heat, en fait. Je trouve que Heat, c'est la version 2.0 de Flamme Rouge. Ouais. C'est pas tout à fait pareil, là, les mécaniques sont pas exactement les mêmes. Puis
honnêtement, j'aime beaucoup la thématique de vélo. Là. J'ai fait beaucoup de vélo de route dans ma vie, puis j'ai suivi le Tour de France, puis tout. Fait que c'est pas le fait que la thématique, je l'adorais dans Flamme Rouge, là. Mais mécaniquement, puis la production aussi, avec tout le package qui est dans Heat, c'est un jeu que je trouve qui est supérieur. Puis c'est pour ça que j'ai pas mis Flamme Rouge dans mon top 100. Ça se peut il aurait été deck. On va avoir des cartes de vitesse entre 1 et 4. On a un 0 puis un 5 si on joue avec le jeu de base, le module de base. Puis, c'est comme la plupart des jeux de course, un jeu de push your luck, mais aussi de gestion de cartes, où il y a un beau mécanisme de rattrapage, comme il y avait aussi dans Flamme Rouge, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'aspiration. Fait que si tu es juste en arrière de quelqu'un, tu vas venir comme aspirer puis avoir des mouvements gratuits. Puis évidemment, le but, c'est de finir en première position ou le plus près. Puis, il y a des modules dans ce jeu-là. Donc, c'est un jeu qui joue jusqu'à 6. On sait qu'on va pouvoir jouer jusqu'à 8 à un moment donné parce qu'ils ont fait l'insert avec deux espaces de plus. Puis sur le pour board, des autos. les places 7 et 8, mais il y a juste 6 autos. C'est un jeu qui joue pratiquement en simultané. Fait à 6, ça joue très très bien. On a joué pour la première. Ben moi, j'ai joué pour la première fois au LAL, puis j'ai joué à 6 les deux games, puis c'était un charme. Comme on peut y penser dans les jeux de course, c'est un jeu qui crée beaucoup d'émotions, puis de tension à la fin de la partie, dans les tournants, quand quelqu'un rate son tournant ou quand quelqu'un fait un move vraiment risqué puis il réussit. Fait que t'as tous ces sentiments-là d'un jeu de push your luck dans un jeu qui thématiquement rejoint tout le monde, right? Tout le monde peut s'identifier à un jeu de course. Puis on parle pas d'un jeu de course avec beaucoup de chance. Là. Oui, il y a de la chance, là, comme là, David il l'a vécu en fin de semaine. Mais c'est de la prise de risque, en fait. Là. C'est ça, c'est de la prise de risque. Tu contrôles quand même pas mal ton destin quand même. Tu sais quoi tu as à faire. Quand tu prends une décision, tu sais c'est quoi tes risques. Là, exact. Puis, donc, c'est ça. Un excellent package. Un temps de jeu vraiment très court pour un parti à 6 joueurs. On parle d'une heure à peu près, une heure et quart. Ah ouais, on a fait notre championnat, on a fait 3 parties en 3 heures. Ouais, on a fait. Puis le championnat, ça rajoute la météo, ça rajoute des cartes de sponsor, voyons. Sponsor. Oui, puis un autre type de carte, des cartes d'amélioration. Ouais, puis on avait les règles aussi pour les virages. Ouais, effectivement. Fait qu'on avait tout le paquet, puis c'est la première fois que je jouais avec tout. Parce que les parties que j'avais faites, c'était toujours en expliquant des nouveaux joueurs. Fait que j'avais jamais inclus le reste. Puis le mode championnat, pour moi, c'est vraiment. Moi, j'aime ça, comme Patrice dirait, j'aime ça créer des moments puis des expériences. Mais ça, se dire qu'on fait 3 games de suite puis c'est un championnat, pour moi, c'est parfait. C'est ça que je veux quand je joue à un jeu de société. C'est créer un espèce de moment où on va s'en souvenir. Là, ouais, puis ça se fait bien. Là, un championnat qui dure 3 heures, c'est un après-midi, c'est une soirée. Ça rentre vraiment bien. Fait que c'est pas quelque chose qu'on va jouer, ce qui va s'étirer sur des mois ou on va se rencontrer un paquet de fois. Non, on le fait dans la même journée, on fait nos 3 courses. Tu fais des points selon ton classement. Tu prends tes cartes d'amélioration à chaque partie. C'est vraiment cool comment ça fonctionne pour vrai. Puis il y a des petits twists à chaque scénario. Puis ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait plusieurs scénarios aussi. Fait que d'un championnat à l'autre, tu feras pas nécessairement tous les mêmes petits twists. Là. T'sais, nous, à un moment donné, c'était que si quelqu'un est capable d'atteindre 15 vitesses, il se pogne un sponsor. Ou la première place, cette game-ci, elle vaut 2 points de plus. Ou comme des petits twists comme ça qui seront pas les mêmes de scénario en scénario. Si on oui, ça rajoute un petit trait spicy. Là. Ouais.
Ou tu sais, le photographe, c'est comme, OK, ben si tu passes la courbe à plus 2 de vitesse que ce qu'elle demande, ben il prend une photo puis tu gagnes un sponsor parce que justement t'as fait une manœuvre à haute vitesse puis les fans Ouais, aiment ça. Fait que t'es comme, je le fais-tu, mais ça va me coûter du heat, ouais, mais ça va me donne une carte ouais. à usage unique qui est vraiment forte que je vais pouvoir utiliser Mais, peut-être mais tu sais pas c'est quoi que tu vas avoir, au peut-être ça fit moment même opportun, pas. tu sais, ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, ça rajoute un petit peu, tu sais, sur tes décisions. Ça te force un peu à te pousser un peu plus, à te commettre un peu plus, là. Ouais. Quel excellent jeu. Je suis encore un petit peu sur mon nuage en fin de semaine. En fait, depuis l'AL, je le suis. Je suis en amour avec ce jeu-là. Puis là, en fin de semaine, avec tous les modules, j'étais comme, OK, là, c'est comme. Ouais, c'est rendu ton jeu de course, là. Ouais, C'est go. rendu mon jeu de course, là. J'ai le goût de vendre à l'humain, là. Ouais. Fait que c'était ma position 32. Yes. Alors, en 31e position, c'est pas le premier jeu de cet auteur-là. L'auteur, il s'agit de Alexander Pfister. C'est le plus léger dans ma liste de ses jeux à lui, même s'il a fait des jeux plus légers que ça. C'est un jeu, celui-là, d'enchère pour vrai. Des Et tuiles, c'est mettons. avec des tuiles, c'est le Carcassonne Killer. Non, il est quand même pas plus complexe que Carcassonne, mais c'est un jeu très simple. Il s'agit de Isle of Skye, From Chieftain to King, avec le beau artwork Ouais, c'est assez classique, lui. de Clemens Franz, qui est voyons, le dessinateur des jeux de Uwe Rosenberg. Ouais, c'est vrai. Euh, donc, c'est un jeu où on est en Écosse, puis on bâtit notre petit réseau de tuiles avec des montagnes, des prés, avec des moutons, nos petites distilleries là, de scotch, nos petits châteaux. C'est Des cute, petits là, tu sais. bateaux, de l'eau. Des petits bateaux, des petits forts. Ouais. Mais la twist intéressante à ce jeu-là, c'est qu'à chaque manche, on va recevoir 3 tuiles, puis on va les mettre devant. Tout le monde va pouvoir voir c'est quoi ces tuiles-là. Puis derrière, on va mettre un paravent, puis derrière ce paravent-là, on va mettre combien on vend, on achète ces tuiles-là, puis laquelle on bûche, puis qu'on défausse. Ce que ça fait, c'est que tu regardes un petit peu les tuiles de tout le monde, tu es comme, OK, ouais, qu'est-ce que je vais vouloir? Est-ce que lui, c'est lequel de ces 3 tuiles-là qu'il va enlever, lequel qu'il va mettre à haut prix? Tu essaies de réfléchir à tout ça. Tu essaies de te garder de l'argent pour acheter les tuiles des autres. Si personne achète les tuiles que tu as mis en enchère, tu vas être obligé de les acheter toi. J'avais aller à la banque. Euh, Puis là, après ça, ce que tu as acheté ou ce qui t'a été laissé, tu vas tout mettre ça, tu vas les payer, tu mets ça sur ton tableau, puis tu vas commencer à faire ton petit tile laying, là, ta pose de tuiles. Puis là, tu vas essayer de comboer ça avec les 4 objectifs qu'il y a dans la partie. Ça aussi, Puis c'est à top. chaque partie, ces objectifs-là vont changer. Puis chaque objectif va être scoré à différents moments dans la partie. Fait que le scoring A va arriver à la première, à la troisième, à la quatrième manche à peu près. Puis le B va arriver à la deuxième, à la quatrième, à la sixième manche, etc., etc. Fait que tu sais que ce scoring-là, il faut que tu le fasses tôt, mais tu vas le refaire plus tard. Fait que tu peux dire, ah, je peux le laisser faire cette manche-ci, je vais essayer de revenir plus tard, etc. Puis tous ces objectifs-là, il y en a beaucoup dans la boîte quand même. Fait qu'à chaque game, tu as une combinaison d'objectifs qui n'est pas le même, là. C'est vraiment rare d'avoir exactement la même combinaison, là. Faut que tu aies joué beaucoup là, pour avoir la même. Fait que ça fait que c'est un jeu qui est hautement rejouable, qui est hautement interactif, qui est très simple, puis qui se joue excessivement bien à plusieurs joueurs. Ouais, je pense que c'est jusqu'à 5 en plus. Ouais, sur BGG, ils disent meilleur à 3 ou 4, mais honnêtement, il n'y a aucun problème à jouer à 5 à ce jeu-là. Ça se joue super bien. Même si c'est plus fun, il y a plus de choix de tuiles. Exact. Ouais. Fait que, honnêtement, c'est encore une fois un package juste assez compact, léger et avec beaucoup de décisions intéressantes. C'est vraiment ce qui revient le plus souvent dans mon top. C'est pas pour rien. Ouais. Puis ce jeu-là a gagné beaucoup de prix. Là. Je suis pas le seul à dire que J'ai c'est un gagné le excellent jeu. Spiel Là. expert, je pense. Ouais, en 2016. Ouais.
Ouais, Donc, c'est à clairement un des meilleurs jeux de placement de tuiles, honnêtement. Mhm. Ouais, Moi aussi, je l'adore. Je l'ai joué beaucoup dans la dernière année en plus. Je l'ai joué la version physique, mais j'ai aussi joué la version Steam, comme une application, là. ah, Tu ok. peux jouer contre des intelligences artificielles, tu peux décider la difficulté, tu peux mettre le nombre de joueurs que tu veux. C'est vraiment le fun, vraiment plaisant. Fait que chaque partie est unique à cause que les objectifs changent tout le temps. Fait que tu sais, une tuile dans une game peut être super bonne, dans l'autre game, ben, si aucun objectif se carre avec les moutons, ben, les moutons, on s'en fout un peu, là. Personne ne va y Mhm. vouloir. Fait que là, on va y vendre à une pièce ces tuiles-là, mais dans une game que les moutons sont sur deux objectifs, c'est que, ok, ben là, les moutons, ils valent cher, on va y vendre cher. Fait que non, je trouve ça le fun de toujours s'ajuster selon l'offre et la demande dans la partie, voir Absolument. jusqu'où les joueurs sont prêts à payer pour avoir cette icône-là. Fait que ça, c'est intéressant aussi, là. Puis, Puis tu donnes l'argent à l'autre joueur aussi. Fait qu'à un moment c'est donné, il y ça. a ça aussi. Tu sais, tu donnes des points à l'autre quand tu. Ou tu donnes du pouvoir d'achat sur la prochaine Ouais, tour. Fait que non, exact. c'est le fun d'avoir cette petite économie-là fermée qui s'installe entre les joueurs. Puis, Puis il y a un mécanisme de rattrapage aussi. Fait que c'est très familial aussi pour ça. Pas familial, là, mais tu sais, c'est quand même accessible à ce niveau-là. ouais. Un excellent choix pour ta position 31. Ouais. Ça a été pas mal la thématique pour cette tranche-là, hein. Tous des jeux comme léger slash médium, assez accessibles à l'exception. Non, pas d'exception. C'est tous des jeux assez simples. Pas mal ça. Ouais. Les gros complexes s'en viennent plus loin. Ah oui, 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 inquiétez-vous pas, il y en a d'autres des complexes qui vont revenir. Ben, ça termine cette nouvelle tranche de 10 jeux pour ton top 100. Qui nous en reste Yeah. juste 3 des jeux, ça passe vite. Ouais. Puis si vous avez des commentaires sur des jeux qu'on a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à les faire en commentaire sur YouTube. Ça me fait plaisir de interagir et de répondre et de débattre potentiellement. Merci à toi de continuer à partager ton top 100 avec moi et les auditeurs, évidemment. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, qui peut aussi vous donner accès à notre serveur Discord. On va vous souhaiter à tout le monde une excellente fin de journée et continuez de gamer.